Présentation n'a pas trop changé par rapport à hier. J'ai toujours fait une mission pour Altran chez Amadeus pendant 2 ans. Et bientôt, dans quelques jours, ça fera 3 ans que je suis chez OVH Cloud dans la partie Data Lake. Donc OVH Cloud, vous devez connaître avec Horatio. On est Secnum Cloud depuis décembre 2020. On fait partie aussi de la fondation Gaia X. Et on est rentré en bourse l'année dernière. Et donc dans la partie Data Lake, dont je suis membre en tant que Data Ops, on s'occupe de ce petit cube au milieu qui fait du Spark, qui donne des outils pour les équipes internes pour faire de l'analyse, du machine learning, de la détection de fraude et toutes ces choses très intéressantes comme voir l'hydrométrie des serveurs dans le DC, un tas de projets pour surveiller ces data centers. Donc tout d'abord, quel est un peu... Alors, je ne pourrais pas le faire pour ceux qui sont sur YouTube, désolé, mais ici, y a-t-il des devs? Une moitié, ok. Les ops, y en a-t-il beaucoup? Ah, le DevOps n'a pas fait trop fureur. Bon, je vais poser la question après. Donc il y a 4 ops. Autres, des étudiants... D'accord, donc 3, 4... Et ai-je oublié du monde ou pas? Non, c'est bon. Ok. Deuxième question. C'est vrai que je l'ai laissé dans mon sac. Pas bien. Qui a déjà possédé un téléphone d'astreinte? Donc une petite moitié. D'accord. Allez, on va partir pour des petites histoires. Donc ce soir, comme c'est un format 20 minutes, je n'aurai pas le temps de tout explorer. Donc allons-y tout de suite. Tac, et si je garde mon petit histo... Tac. Donc au niveau introduction, c'est quelque chose qui est quand même malheureusement un sujet encore tabou. On le voit là dans le tweet en anglais malheureusement, mais c'est quelque chose où voilà, on n'en parle pas beaucoup des incidents. On a cette peur de la transparence, de devoir expliquer pourquoi la prod s'est cassée. Donc je ne souhaite pas dénigrer les entreprises ni faire un réquisitoire, mais je veux juste vous montrer que ça arrive aux petites entreprises comme aux plus grosses. Et il y a notre cher Christophe qui fait de temps en temps donc une libre antenne tous les 2 mois, si je me rappelle bien. Donc il s'appelle Raconte-nous nos échecs, qui est dans le même principe, où c'est venir ici démystifier les cassures en prod. Donc n'hésitez pas, il y a le forum des compagnons des DevOps qui liste un peu des petites histoires comme ça, anecdotiques mais très intéressantes. Donc le but, c'est vraiment débunker, démystifier ces outages. Donc le post-mortem, c'est quelque chose qui vient en parallèle de la résolution de l'incident. Normalement, soit une sonde vous remonte une alerte, soit un ticket client vous dit que votre prod est pétée, et donc il y a tout le support qui va venir travailler dessus, et il y a aussi l'équipe engineering qui va venir travailler sur la partie résolution de l'incident au plus rapide, donc un hotfix jusqu'au patch pour définitivement ne plus entendre parler de ce bug. Et donc le post-mortem est cette phase finale qui peut être anticipée donc, dès le début, publiée assez rapidement pour expliquer quelles sont les actions correctives prévues, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, donc avec tout un historique. En effet, dans la gestion ITIL, on a ces grands points donc de l'examen du post-incident, qui est l'identification, les flux qu'on a utilisés, comment on a communiqué à nos clients, est-ce que c'est par Twitter, est-ce que c'est par status page ou autre, comment a été organisée la résolution d'incidents, quelles ont été les équipes qui ont été impliquées, est-ce que c'est uniquement votre équipe ou est-ce que vous avez dû contacter d'autres, faire activer l'astreinte pour d'autres, ou faire du follow the sun, donc aussi voir au niveau processus si vous avez respecté les SLO, SLA, et donc la génération de ce dit rapport qui peut être que interne ou éventuellement publié pour l'externe, pour vos clients finaux. Donc là, récemment, il y a Cloudflare, le 21 juin, qui a eu un incident assez important, donc je vais tenter d'en parler. Et dans la même journée, Microsoft Teams a eu un souci. Donc prenons un exemple très simple avec notre cher Elliot. Tac. Donc cette histoire elle s'est déroulée à plusieurs reprises dans diverses entreprises. Le début commence toujours de la même manière, par il était une fois un junior fraîchement sorti de l'école d'ingé ou de l'université qui avait déjà réalisé quelques stages en entreprise.
Après quelques interviews et avec la fougue et l'ardeur de la jeunesse, ce junior était vraiment impatient de rentrer dans cette grande boîte. Et donc, il ou elle était vraiment impatient de commencer. Je ne vais pas en permanence dire il ou elle, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler Elliot. Elliot se rend dans les bureaux. Vous savez, à l'époque, sans les masques, les gestes barrières et tout ça, et les distanciations sociales, et donc il visite les locaux. Il a une présentation de chacun de ses collègues, et il prend un café, et il reçoit son ordinateur haut de gamme, maybe le M2. Donc, il devait programmer sa première tâche. C'est pas facile la synchro. Donc, il doit commencer à installer les applications pour pouvoir développer. À l'époque, il voulait éventuellement utiliser Gitpod ou CodeSpaces, mais soit ça n'existait pas encore, soit la politique interne interdit d'utiliser des systèmes cloud. Donc pour cela, il reçoit une documentation sur un Confluent ou sur un wiki, configure une machine virtuelle, installe les repos, et donc est prêt à lancer les tests pour voir si tout fonctionne. Tac. Le problème est le suivant. Alors, la synchro. Il commence à programmer, puis il se rend compte que tout autour de lui, les personnes s'agitent. Il y a beaucoup d'appels dans le bureau. Il y a un incident sur la prod. Donc les développeurs seniors sont sur le pont pour essayer d'identifier la root cause. Pourquoi l'application est down et pourquoi on perd des millions par chaque dizaine de minutes dont le serveur est down. Donc les développeurs se mettent à travailler. Tac. Il y en a un des 3 développeurs qui identifie le problème et il va en parler au directeur de la DSI, au CTO, pour lui présenter son raisonnement. Ce dernier se déplace et va voir Elliot. Tu as tout supprimé la DB de prod, tu prends tes affaires, je ne veux plus te voir. Et donc c'est ainsi que notre cher Elliot a quitté la boîte et il est resté juste un jour. Donc c'était quand il a fait son action en prod, quand il a configuré sa machine, il a lancé les tests unitaires. Et ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas exécuté sur sa machine virtuelle, mais ça s'est exécuté sur la DB de prod. Et donc c'est comme ça qu'il a impacté, il a fait l'incident. Donc cette histoire que je vous présente, c'était ce qui s'est passé la veille de Noël en 2012 chez AWS. Il y a eu une chose similaire chez GitLab ou chez DigitalOcean. Et donc là, on va se dire, comment ça se produit? Pourquoi là, Elliot a été viré, mais dans l'idéal, le mieux c'est on ne doit pas blâmer le SRE ou l'Ops. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a un problème au niveau de la documentation. Normalement, un newcomer, les credentials de prod ne devraient pas être accessibles à tout le monde. Donc il devrait y avoir juste une infinité de personnes qui devraient y avoir accès. On peut aussi se poser la question pourquoi il n'y a pas une approbation manuelle. Quand on fait un drop table, un drop database, pourquoi le système de DB ne l'a pas détecté et demandé une confirmation? C'est vrai que c'est une action importante. Sur des bases de données de dev, il n'y a pas de souci, mais sur la DB de prod, on devrait avoir un garde-fou, un watcher qui vient catcher l'événement et le mettre temporairement, l'attendre, avoir une confirmation. Il y a aussi tout ce qui est SIEM, donc et rollback access, donc histoire que notre Elliot ne puisse pas avoir accès comme ça dès son arrivée. Et ce qui a beaucoup permis à GitLab et à DigitalOcean, et également à AWS, de rapidement résoudre l'incident, c'est qu'ils avaient un backup récent, ils ont restauré la base de données de prod. Donc un petit clin d'œil à Clever Cloud. Tac. Ce cas-là, malheureusement, il n'est pas isolé. Donc là, c'est HBO qui a envoyé à tous ses clients comme quoi il faisait des tests actuellement. On a eu le même chez nous, chez OVH Cloud. Donc on a dû s'excuser auprès de nos clients comme quoi le public postage était plus important de ce qui était prévu à la base. Et pas très loin d'ici, nos amis de Air France qui ont ce souci avec le fameux test de Julien. Donc on peut se dire, voilà, c'est rigolo, simplement, on doit se poser des questions. Est-ce que dans notre entreprise actuelle, est-ce que toutes les prods sont bien sécurisées pour éviter d'avoir ce genre
C'est vrai que c'est compliqué après à justifier. Maintenant, partons sur une petite histoire de mon côté. Donc j'étais tranquillement en train de profiter je pense que j'étais en train de faire de l'apnée sur le cap d'Antibes. Et j'entends malheureusement mon téléphone d'astreinte sonner. Donc, fin de la plongée, on va travailler. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'on me parle du legacy dans le message, dans le Slack interne, comme quoi c'est ça qui est tombé. Et le legacy, c'est un peu cette tête-là, où c'est quelque chose qu'on sait pas trop, on sait vaguement comment ça fonctionne, on sait que ça tourne, la sécurité est plus qu'obsolète, et nous, en tant que SRE, on est en bas en train de se dire, bon, lequel des deux fils je dois utiliser pour relancer le tout sans tout faire péter. Tac. Et si je reprends un peu mon discours, donc on avait reçu l'ownership de cette infra, le legacy, sans une documentation complète, et donc c'était de mauvais augure d'avoir cet incident de prod. Mais heureusement, j'ai juste fait un service restart de ce nœud-là, et à nouveau, le service était opérationnel pour mes clients internes. Bon, that's it. Malheureusement, le problème se reproduit dans l'après-midi. Donc là, on n'est plus sur un incident, mais par rapport au process utile, on est sur un problème parce que c'est une réoccurrence. Et donc, je vais devoir faire un peu plus que juste un restart. Le problème, c'est que c'est du legacy et je découvre à tâtons. Et ce qui se passe, c'est que dans les méandres du serveur, je me rends compte que c'était un problème de connexion. En gros, il y a 1024 connexions possibles sur cette DB, et donc la suivante, elle est dans la QoS et elle ne peut pas être traitée parce qu'il y a déjà trop de connexions ouvertes avec le serveur. Donc on peut se dire, c'est un fichier de configuration, on double, on augmente. Malheureusement, moi je pense que c'est plutôt des connexions qui viennent de nos développeurs qui viennent taper sur notre data lake, qui sont l'origine de ce problème. Et donc, ce n'est pas suffisant de juste dire j'augmente cette pool de connexion. En plus, on peut avoir des fuites de mémoire, ce genre de problème. Donc, je vais plutôt travailler sur un workaround. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un code tout crade et on se débrouille? Bon, on va quand même plutôt faire ça bien. On va faire une méthode kiss. Ce que j'ai fait, on était sur le service restart. Je vais plutôt faire une sonde qui va checker la connectivité de mon serveur. Et s'il y a un souci, je restart. Et donc, c'est comme ça que j'ai appliqué le KISS. Voici le code. Donc, un petit, je regarde si mon serveur répond. S'il ne répond pas, redémarre. Ce code-là, il m'a pris vraiment pas beaucoup de temps, mais il tourne en prod avec un cron. Et il y a eu une 75 restart. J'ai eu aucun mail des développeurs disant qu'ils ne ferment pas leur connexion. Mais depuis ce jour-là, je suis plus embêté pour ce service, pour ce serveur. Mes amis d'Orange ont l'habitude de me dire ceci. Donc le legacy, c'est l'équivalent de TPCM. Ne touche pas, c'est magique. Et j'ai une histoire comme ça où j'avais donc ma belle-sœur qui avait un ordinateur qui traînait sur le bureau. Il n'y avait pas d'écran. Donc elle dit cet ordinateur sert à rien, elle le débranche et c'était le serveur de la TPE. Donc le lendemain, son chef l'a convoqué en disant qu'elle a débranché la prod quoi. Et ça, oui, j'ai vu ça sur Twitter. Des fois, il y a des Macs qui sont des serveurs. Une autre petite histoire par rapport au free food. Oui, Uber a eu un souci donc il y a quelques années, il y a 3 ans, où donc en Inde, on pouvait commander de la nourriture gratuite. Là, vous dites, c'est cool, c'est une belle petite faille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne utilisait donc un équivalent de Stripe, mais côté indien. Et donc, Uber utilise leur API pour savoir si la personne a réellement de l'argent. Et donc, ils se confiaient sur cet échange de cette documentation de l'API utilisée. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ce PlayTM, ils ont changé leur code. Et donc, au lieu d'avoir une erreur toujours la même quand il n'y a pas d'argent, c'est que quand tu refais la query, il va te dire il n'y a toujours pas d'argent. Et ça n'était pas catché par le code d'Uber.
Et comme eux, ils n'avaient pas notifié comme quoi il y avait un changement dans leur API, bah pour eux, c'était il y a de l'argent sur le compte, on envoie la commande. Et donc, c'était juste cette partie-là qui soulignait, qui entraînait l'incident chez Uber Eats. C'était côté l'intégration. Ils n'ont pas communiqué sur ce changement d'API. Et Uber, au lieu de considérer, bah, j'ai un nouveau code d'erreur, je ne sais pas, je ne traite pas la commande, bah, pour eux, c'est un 200, ok. Donc c'est comme ça qu'il y a eu cette faille-là. Et donc un conseil, bah, dès que vous avez des choses que ce n'est pas connu, vous crachez, mais de manière sécurisée, pour pas que votre client ait des informations sur votre infra. Donc c'était une petite histoire assez rigolote, je trouve, sur la partie API. Et c'était juste cette notion de communiquer sur un changement. En plus, c'était sur la prod, donc c'est comme ça que ça a impacté directement Uber Eats. Est-ce que j'ai le temps pour une autre histoire? Je pense que oui. Une autre histoire que j'ai vécue, moi, c'était donc toujours sur mon legacy, l'astreinte, affaire classique. Et donc, c'était pas suffisant le restart de mon service, malheureusement. Le service était sur la JVM. Je fais un restart. Les clients, ils disaient au bout d'un quart d'heure, ça marche plus, c'est lent. Et au bout de 20 minutes, le service est down. Donc, on a doublé la HIP. Ça faisait 40 minutes de survie, mais ce n'était pas suffisant. Comme c'est du legacy, on se dit, faut pas trop investir de temps parce qu'on pourrait faire du tuning de JVM, tuning de plein de paramètres pour trouver ce qui est le plus optimal et pour bien configurer. Je suis d'accord avec toi, c'est pas très intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait ce fameux OLM killer qui venait s'occuper de Java tranquillement. Et donc là, il faut plonger sur ce code, chercher une information, comment je puisse rétablir mon service en sachant qu'il y a peu de doc. Donc je commence à regarder sur le bash history, voir si mes prédécesseurs n'avaient pas laissé des commandes qui peuvent être utiles, ce genre de choses. Et je me rends compte qu'il y a un service qui s'appelle Dremio Admin, parce que c'est l'outil de Dremio, et qui font du cleaning de la base de données Key Value Store. Donc je dis à mes clients, si vous me donnez le temps, je fais cette phase de cleaning, mais comme elle avait été jamais exécutée depuis un petit moment, ça a mis une nuit. Mais l'avantage, c'est que ça réduit, je pense, de x5 la taille de la Key Value Store, et depuis, la JVM ne me pose plus de problème. Donc, un petit truc, je coupe le service, je fais les trucs d'administration, je fais ça 2 fois par semaine, et depuis, pareil, on ne m'embête plus avec ce petit truc. Donc toujours un peu cette idée KISS sur du legacy, parce qu'il faut pas s'embêter à faire du tuning de JVM en plus sur une version 8, et donc pouvoir profiter plus de les nouvelles infra. Au niveau DNS, on a souvent ce petit souci. Je trouve qu'il est sympa ce petit sticker sur l'ordi. Pour moi, le DNS, ça rime un peu avec Disaster Nominal Source. Il y a Slack qui a eu, donc il y a un an, un souci de ce genre, et qui disait, soi-disant, dans leur post-mortem, que ça touchait que juste 1% de leurs clients. Donc ça, c'est déjà pas mal quand vous communiquez sur vos post-mortem, donner une KPI par rapport à l'impact sur vos clients. Un truc négatif, c'est par rapport à leur résolution. Si vous ne voulez pas attendre, vous changez vos DNS, vous mettez ceux de Google ou ceux de Cloudflare, et ça résout le problème. Simplement, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup qui s'insurgent contre ça parce que vous êtes en train de donner tout votre historique et vos futures requêtes sur Internet à Google ou à Cloudflare, et que vos clients finaux, normalement, ils ne vont plus rechanger cette valeur-là. Donc ils sont contents, Slack refonctionne, simplement, ils ne vont jamais faire ce rollback. Cloudflare, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient une mise à jour d'un long projet, donc ça faisait 1 an et demi. Ils devaient donc améliorer la résilience de leur point d'accès. Ils font ça la nuit, ils déploient la nouvelle conf, pas de problème. Ils commencent à toucher un peu au niveau du DC. Et donc, il y a le premier DC qui ne fonctionne pas et les autres qui suivent parce que c'est automatisé. Donc à 6h27 du matin. Et ce qui s'est passé, c'est que dans leur configuration, malgré la review, ils ne se sont pas rendus compte que dans leurs règles, au niveau du BGP, il y avait
le fait d'aviser donc les connexions du DC qui s'étaient retrouvées après le reject all. Et donc c'est comme ça qu'ils ont eu leur incident et ça a impacté donc 19 DC. Ils ont appliqué le patch pour corriger, donc ils ont assez rapidement résolu l'affaire et ils ont pu résoudre ce problème-là donc à peu près 1 heure après. Simplement, Cloudflare, c'est utilisé par beaucoup de services et donc beaucoup de services dont on ignorait la connaissance qui utilisaient Cloudflare. Donc on le voit ici avec leur graphe qui est sur le post-mortem. Oui, c'est vrai. Alors, c'est amusant parce que il y a beaucoup de sites et même d'émissions télé qui ont découvert ce que c'était le BGP, et donc c'est pas du tout le Bridging Gap Protocol. Ils n'ont même pas le temps de faire une petite recherche sur Wikipédia. Facebook, quand ils ont eu ça, c'était plus problématique. Donc c'était en début d'après-midi. Donc ils ont fait ce changement-là. Et c'est Cloudflare qui a détecté en avant-première les premiers bugs. L'incident a été déclaré chez Facebook à 4 heures. Le problème, c'est que comme c'était le DNS principal de Facebook, tous leurs services ne marchaient pas, et ni leur documentation interne, ni leur système de badge, ni leur Messenger, parce qu'ils communiquent via Messenger. Et donc eux-mêmes, ils ne pouvaient plus discuter entre eux, donc il fallait retrouver les numéros de téléphone, savoir si quelqu'un avait imprimé des bouts de doc pour pouvoir travailler en mode offline. Parce que comme ça a impacté le DNS principal de Facebook, il fallait tout reconstruire. Ils ont dû même pénétrer leur DC à la disqueuse, donc pour pouvoir faire les actions sur les serveurs, parce que comme le DNS ne marchait plus, ils ont dû pénétrer en infraction. Même déjà, la badgeuse à l'entrée du DC ne voulait pas les faire rentrer. Donc ils ont dû faire ça, d'autant plus qu'ils ont un mécanisme d'anti-piratage. Donc il y a un système qui empêche les connexions directes. Donc ils ont dû eux-mêmes hacker leur propre système de connexion directe sur leur rack pour pouvoir mettre à jour le fixe. Et donc c'est pour ça que ça a duré bien longtemps. Donc je te vois, on va aller sur la partie conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces petites histoires ? C'est que ne blâmez pas vos ops, vos SRE, ça sert à rien, c'est contre-productif. L'autre chose, on voit des fois que c'est un petit souci, par exemple la configuration, peut-être s'ils avaient un DNS Lab, un micro réseau sur le côté, ils auraient pu déjà jouer ça dessus avant de faire ça sur la prod, mais c'est très compliqué par rapport au DNS. Il y a la partie formation des équipes. Très souvent, notre équipe grandit, donc il y a la connaissance qui se perd un petit peu. Le vendredi après-midi, on essaye de sauver la personne qui est d'astreinte, donc on ne prod pas, sauf si on est vraiment sûr. Donc c'est peut-être le moment où on peut jouer à un petit jeu. On peut jouer à la roue de la malchance. On choisit quel incident produire. On fait ça sur notre environnement dev. Et on voit comment l'équipe réagit à un incident au lieu que ça soit sur la prod. Testez très souvent vos backups. Comme la première histoire avec Elliot, c'est pratique surtout de savoir qu'ils ne sont pas corrompus. Et s'il vous plaît, ne mettez pas ça sur un Google Drive. Il y a eu des données Covid qui ont été backupées comme ça, non sécurisées, j'en passe. Et donc là-dessus, on peut dire que le CI/CD aide beaucoup et la partie donc sécurité pour tout ce qui est tentative d'accès sur la base de données. Et à chaque fois que vous avez un incident de prod, mettez une sonde, mettez une KPI pour éviter que cet incident se reproduise. Donc je vous parlais de la roue de la malchance, en voilà une donc, qui est disponible. Et donc vous mettez des incidents, vous tournez et vous voyez quel incident va se produire sur votre environnement de dev. Et donc ça permet de voir le temps que votre équipe va mettre pour le résoudre. Donc ça peut être bien un vendredi après-midi à ce niveau-là. Donc j'ai eu le temps de travailler sur cette partie-là qui sont en vert, au niveau des post-mortem. Il y a un GitHub qui recense aussi les post-mortem, ça vaut le coup il y a beaucoup d'apprentissage là-dessus, sur les soucis. Ça n'arrive pas qu'aux petits et qu'aux grands. Si vous voulez en savoir plus, il y a Denis qui est chez Deezer qui parle du travail des SRE.
Si vous voulez plus d'histoire, j'ai mon talk de 45 minutes à Devox. Et si vous voulez nous rejoindre, quelques petits posts. C'est du Python, du Go, principalement, mais on a tout. N'hésitez pas à consulter. Voilà. Et donc, si vous voulez d'autres histoires, dites-le sur ce QR code. Pour ceux qui n'ont pas confiance, il y a un lien. Et merci pour votre écoute. Merci. Quand même prendre une question avant de passer à Tug. Est-ce qu'on a une question? Sinon, après, vous aurez tout le temps au cocktail, parce qu'il pleut sans doute plus. Mais là, on va quand même prendre une petite, si jamais il y en a. Si vous voulez faire des cauchemars d'Ops. Question ou si vous avez des commentaires. Micro-histoires à raconter. Ah oui, bah micro alors. Hein. Sinon, ça sera autour du feu. Oui. Je sais pas quel vélo est en train de brûler, mais... Alors, juste là, il faut répéter la question. Oui, alors est-ce qu'on fait du game day dans mon équipe? C'est quelque chose que je voulais mettre en place quand j'étais en train de faire ma mission chez Amadeus. Malheureusement, j'ai pas poursuivi cette mission. Mais actuellement, vu la taille de l'équipe et vu la migration, c'est plutôt compliqué. Mais c'est quelque chose que j'ai soumis auprès de mon manager. Et l'idée, c'est vraiment, voir si notre documentation qu'on a elle est suffisamment complète, si un newcomer peut l'appliquer sans souci. Et également, partage de connaissances. Moi, je suis un peu moins sur la réplication de données. C'est un incident de réplication que je puisse la traiter comme ça. On va voir si je m'en sors tout seul. Et ce genre de choses, c'est quelque chose qui permet de bien appréhender une semaine ou un week-end d'astreinte. Mais moi, je trouve que vu qu'on peut pas proder, on évite de proder un vendredi pour pas trop impacter la QoS et également les personnes d'astreinte. Ça peut être un bon moment pour faire ce genre de choses. Et en plus, on n'a jamais eu le temps de faire de la doc. Ça permet de faire de la doc. Ouais, parce que de toute façon, il faut attendre que Sandra puisse basculer sur Tug. On peut prendre une autre question en attendant. Oui. Celui qui était affiché, oui, normalement, il est public. Donc la question, c'est est-ce que le repo qui était présenté dans la transparence à la fin est public avec les post-mortem? Tout à fait. C'est vrai que s'il avait été privé, ça aurait été un peu pervers de dire il existe, mais... Merci beaucoup à David. Merci à vous.